Bonsoir à tous et toutes. Je me présente, je suis Stéphane Chex, la directrice du Cœur des Sciences. Alors, merci d'être là avec nous ce soir. On a commencé à penser à cette conférence l'été dernier, je pense. Vous avez commencé à entendre dans les médias les nouvelles recommandations. Tout à coup, on s'est aperçu que nos une ou deux consommations quotidiennes n'étaient peut-être pas aussi inoffensives qu'on le pensait. Et puis, au début de l'année, les médias sont revenus à la charge. On a appris les nouveaux repères. Donc, au Cœur des Sciences, on a voulu un peu mettre les choses en perspective et puis prendre le temps de creuser un petit peu comment ces repères avaient été montés, avaient été proposés. Donc, pour ça, on a invité Louise Nadeau, notre experte en la matière. Je vais vous la présenter dans quelques secondes. Avant, j'aimerais remercier notre partenaire, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, pour son soutien à notre programmation. Merci également à l'équipe du Cœur des Sciences. Alors, avec vous ce soir, vous avez Jean-François et Jean-François à la technique. Et à la billetterie, vous avez été accueillis par Catherine et Coralie. Merci à vous tous. Quelques mots rapides sur le déroulement. Donc, la conférence va durer environ 50 minutes et elle sera suivie par une période de questions. Pour poser vos questions, c'est très facile. Vous avez 2 micros de chaque côté de la salle. Donc, vous vous levez et je distribuerai la parole d'un bord et de l'autre. Donc, je vous demanderai de poser des questions les plus concises possibles pour qu'on soit le plus nombreux possible à pouvoir échanger avec Madame Nadeau. Maintenant, je la présente. Passons aux choses sérieuses. Alors, nous sommes ravis de recevoir ce soir l'éminente et très engagée Louise Nadeau. Elle est professeure émérite au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse de réputation internationale sur la question des dépendances et elle a été récipiendaire de l'Ordre du Canada, de l'Ordre national du Québec. Elle a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix Marie-André Bertrand des prix scientifiques du Québec en 2012. J'ai fait le tri, là, sinon je passerai toute la soirée à lire tous les honneurs qu'elle a reçus. Et enfin, ce qui nous concerne vraiment ce soir, elle a été présidente du conseil d'administration d'Éducalcool jusqu'en 2019 et elle siège actuellement sur son comité scientifique. Donc vous êtes entre de bonnes mains ce soir. Je vous laisse avec Louise Nadeau. Ah, je suis branchée. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un grand, grand plaisir d'être là. Et puis, on va pouvoir répondre à vos questions, à savoir s'il faut boire ou ne pas boire et comment choisir. Alors, ce n'est pas par accident que Stéphane m'a invité ce soir, parce que c'est le lendemain de la Saint-Valentin ou le surlendemain de la Saint-Valentin, et c'est également le mois dans lequel on recommande l'abstinence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour, et on se rappellera que l'alcool est un lubrifiant social qui assure que quand on boit, on se sent plus proche des autres, on peut célébrer, et qu'en même temps, les plus pires, est-ce que ça va? Oui. Les plus pires peines d'amour qu'on a sont souvent liées à l'alcool et malheureusement, il y a des personnes qui développent des problèmes liés à l'alcool dans notre population. Et donc, on est en présence de cette situation double où d'un côté, comme le rappelle la Bible, l'alcool réjouit le cœur de l'homme et en même temps, c'est souvent une cause de problème. Et donc, c'est de ça dont on va parler. Il faut toujours se rappeler que l'alcool est le produit et la substance psychoactive qui a été domestiquée par la culture judéo-chrétienne. À l'exception des Inuits, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans le Nord, la plupart des sociétés ont domestiqué une substance psychoactive quelconque. Ça a été le cas du tabac en Amérique, à la fois en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. L'Inde et certains pays d'Afrique du Nord avaient domestiqué le cannabis. Et la drogue d'élection de la culture judéo-chrétienne, ça a été l'alcool. Alors, on retrouve de l'alcool en Égypte, mais on en retrouve surtout dans la grande tradition juive, où quand, après voyons, comment ça s'appelle, donc, j'ai juste le mot naufrage, mais après qu'il y a plu pendant 40 jours, là, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté de la vigne et puis il a planté du vin.
Et on retrouve dans la Bible des citations à l'effet que l'alcool réjouit le cœur de l'homme, et on a en même temps le souvenir de Noé qui s'intoxique et qui s'humilie devant ses fils. Il y avait le mythe de Dionysos chez les Grecs, et bien sûr, le jeudi saint, le Christ a pris du pain et l'a rompu, et il a également bu du vin. Et on retrouve donc du vin dans toutes les cérémonies chrétiennes, à la fois à la messe et dans le culte des protestants. Et tout le temps, il y a eu cette question liée à l'alcool, bien que le mot alcool soit arabe et que la distillation ait été faite par des Arabes. Les cultures sont jamais étanches, fort heureusement. Mais ça va poser des questions assez importantes quand on propose de l'abstinence pour savoir si c'est possible dans une société où le produit qui est notre drogue domestiquée, du moins en Occident, c'est l'alcool. Penser à l'alcool, c'est penser inséparable de la colonisation. J'ai mentionné que, par exemple, la drogue domestiquée en Amérique du Nord, c'était le tabac. Mais quand les Blancs sont arrivés, et non, ça n'a pas été une découverte, mais une des premières choses que Monseigneur de Laval écrit, c'est le fait qu'on faisait le commerce des peaux de fourrure avec de l'alcool. Et ça posait toutes sortes de questions sur le fait que, effectivement, les Premières Nations ont été exposées à l'alcool avec l'arrivée des Blancs. On peut raconter des histoires comparables avec l'Amérique du Sud. Et on pourrait raconter également l'histoire de l'alcool qui a été introduit par les Anglais en Inde. Donc, c'est inséparable de la colonisation. S'il y a eu une généralisation de la consommation d'alcool à travers le monde, c'est inséparable de la colonisation. Et ça, c'est quand même important de le savoir, que les drogues domestiques n'étaient pas celles-là. Et le tabac a été importé par Sir Riley en Angleterre, je pense au 18e siècle, et ça a été littéralement une importation après avoir été généralisé dans l'ensemble de l'Occident. Alors, parlons un petit peu de chiffres, là. La plupart des Québécois consomment raisonnablement de l'alcool et c'est le fait aussi des Canadiens. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire consommer raisonnablement? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème lié à l'alcool, puis ils peuvent arrêter quand ils veulent. Ensuite, ça veut dire qu'on a juste des données pour les temps anciens, c'est-à-dire les temps anciens, c'est les anciennes directives de consommation à faible risque, à savoir qu'ils se conforment aux anciennes directives. Et les anciennes directives, c'était quoi? 2 consommations par jour maximum pour les femmes, 10 par semaine maximum, et pour les hommes, 3 maximum par jour, 15 par semaine. Quand on regarde les taux de prévalence, qu'est-ce que ça donne sur les taux de prévalence au Québec? Les taux de prévalence, d'abord, la première chose qu'on va faire quand on va faire des statistiques, c'est qu'on va essayer de voir où sont les troubles liés à l'alcool, c'est-à-dire des problèmes de dépendance. Il y en aurait en principe 2,7 % selon la dernière enquête populationnelle faite par Statistique Canada, date déjà de 10 ans, donc c'est un vieux chiffre. Mais en principe, il n'y a pas de grande variation dans ces chiffres-là. Au Québec, on a 14 % de consommation à risque et je vais quand même passer un certain temps pour vous décrire c'est quoi une consommation à risque. Et effectivement, les 15 à 30 ans sont beaucoup plus vulnérables pour la consommation à risque et on a quand même 20 % de nos jeunes qui rapportent avoir consommé 4 plus pour les filles, 5 plus pour les hommes au cours du dernier mois. Ça s'appelle des intoxications à l'alcool. Parlons un petit peu de la consommation à risque parce que c'est ça que je trouve assez important. Puis là, on va regarder carrément le diapo. Alors, ici, je vous rapporte l'instrument qui est
C'est un instrument développé par Harvard, après ça qui est utilisé partout par l'Organisation mondiale de la santé, qui est traduit dans des multiples langues. Et quand on parle de consommation à risque, voici de quoi on parle. On parle de 6+, c'est-à-dire 6 consommations standards ou plus par occasion. Là, je vous rappellerai une affaire banale, là. Quand notre équipe, on a eu le mandat de StatScan d'aller voir comment on pourrait valider pour la grande enquête des années 2012, on est allé rencontrer, mes collègues et moi, des personnes qui étaient en traitement pour des troubles liés à l'alcool, à ce qui s'appelait à ce moment-là le Centre Dollard-Cormier. Puis on a commencé, puis on leur a demandé combien vous buvez normalement. Parce qu'on avait juste une boîte que Statistique Canada avait pensée. Puis là, ils nous ont dit, on commence à 6. Fait que ça a pris 2 boîtes, ça, je peux vous le dire. Donc, pour qu'ils puissent au moins dire qu'il y avait 2 boîtes de consommation. Donc, 6+ par occasion, et c'est qui n'est pas rare. Quand on est un buveur à risque, on a de la difficulté d'arrêter. Ça veut dire que les gens font des promesses, ils disent oui, 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 je vais boire juste 2 consommations, puis ils ne sont pas capables d'arrêter une fois qu'ils ont commencé. Ensuite, ils ne sont pas capables de faire ce qu'on s'attend normalement. Ça veut dire un bébé qui pleure à 5 heures du matin, il faut que tu te lèves puis que tu t'en occupes. Ou s'il faut changer de couche. Ou bien donc, il faut que tu sois à la job à telle heure. Ou bien donc, ce que la FTQ a établi depuis très, très longtemps, quand tu es sous au-dessus d'une machine épouvantable puis que tu échappes un bloc de ciment sur la tête de tes collègues, ce n'est pas une bonne idée. Donc, c'est faire ce qu'on attend de nous, c'est à la fois des responsabilités dans la vie privée et des responsabilités dans la vie professionnelle. Alors, pu se rappeler de ce qui s'est passé la veille, là, je vais parler de ça un petit peu, que l'alcool est liposoluble. Les modèles maintenant sur la mémoire sont rendus d'une complexité extraordinaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'alcool rentre dans toutes les parties du cerveau et en conséquence, les événements de la mémoire récente ne se stockent pas dans la mémoire où l'on court parce qu'on était dans un état d'alcoolisation avancé, de telle sorte que quand on ne s'en rappelle pas, c'est parce que ce n'est pas stocké. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est que biologiquement, les événements ne sont pas là. Ensuite, il y a un sentiment de culpabilité puis de regret. Souvent, c'est fabriqué socialement. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, ça l'est. Et il y a une incapacité de se souvenir, j'en ai parlé. Et puis, on peut se blesser soi-même ou on peut blesser les autres ou dire des choses inacceptables. Et ça, c'est important. Quand on va parler de ça un petit peu, là, c'est sûr que l'alcool est responsable d'une quantité importante de commotion cérébrale, de jambes cassées, d'événements comme ceux-là ou de violences domestiques. Parce que quand on est sous, ce que dirait ici Serge Brochu qui a travaillé là-dessus, il y a des gens violents qui boivent pour se permettre d'être violents, puis il y a aussi le fait que l'alcool brise les contrôles sociaux et il y a des personnes qui s'autorisent des comportements ou des paroles extrêmement blessantes que normalement ils ne s'autoriseraient pas. Donc ça, c'est les signes d'une consommation à risque. La plupart des êtres humains, 50%, c'est ça les chiffres des anciennes données, quand ils constatent qu'ils ont une consommation à risque, ils arrêtent de boire. La plupart des gens arrêtent sans traitement. Et ça, vous avez juste à regarder la quantité de personnes que vous connaissez qui ont arrêté de fumer sans traitement, il y en a beaucoup. Bien, de la même manière, il y a beaucoup de personnes qui, tout à coup, constatant que tout à coup, ça ne va pas, ils arrêtent et ils arrêtent sans traitement. Il y a des personnes qui continuent et là, c'est autre chose. Et là, on va parler du petit pourcentage qui présente un trouble lié à l'alcool ou une dépendance à l'alcool. La définition la plus simple, c'est celle de mon collègue Marc Valeur, qui est psychiatre à Paris. Puis il dit toujours, c'est d'abord une expérience subjective. C'est vraiment que la vie intérieure est structurée par ce besoin physique impérieux de consommer
et une incapacité de s'abstenir. Et cette définition-là est intéressante parce qu'elle est vraie en cyberdépendance, elle est vraie en jeu, donc dans les dépendances dites comportementales, et elle est certainement vraie quand on s'intéresse aux substances, à savoir les opioïdes et le cannabis. Donc, la première chose que Marc met en valeur, c'est vraiment cette expérience subjective d'être habité par quelque chose. Ce qui fait que le fondateur de la Société française d'alcoolologie va dire « Être guéri d'alcoolisme, c'est la liberté de ne pas boire ». Et j'ai toujours trouvé que c'était une définition absolument extraordinaire. De l'autre côté, il y a des problèmes psychosociaux significatifs. Dans le jargon de la psychopathologie, on appelle ça le seuil clinique. Donc, sur 12 mois, on a des problèmes psychosociaux significatifs pour soi, pour les proches et pour la collectivité. Puis là, je vous rappelle que ce n'est pas juste un épisode qui fait que, là, je me rends compte que ça ne va pas, puis je ne peux plus boire comme ça. Ça veut dire qu'à répétition, en dépit de la prise de conscience qu'il y a un lien entre la surconsommation d'alcool et le problème, on n'est pas capable d'arrêter. Et c'est vraiment ça, une dépendance. La dépendance, c'est cette incapacité d'arrêter et d'être subjectivement associé à toute cette difficulté. Ce qui fait que quand on va faire une évaluation clinique en bonne et due forme, on va regarder le volet cognitif, ce qui se passe dans la tête du monde. On va regarder le volet comportemental, c'est-à-dire comment les gens agissent. Puis on va regarder les questions physiologiques. Le noyau accumbens, qui est la partie responsable du plaisir, qui donne cette impression physique d'un besoin physique. Et c'est pas psychologique, là. C'est vraiment ce besoin physique. Et c'est pour ça que certaines personnes, notamment à l'Université de Columbia, à New York, vont penser que si on continue de fumer et que le noyau accumbens continue d'être stimulé, c'est plus difficile d'obtenir une rémission d'un problème lié à l'alcool parce qu'on accepte les dimensions physiologiques de la dépendance et je pense que les données en euros sont suffisamment robustes présentement pour nous permettre d'accepter qu'il y a également cette dimension. Évidemment, ce n'est pas par accident que pour le faible pourcentage de personnes qui présentent des problèmes liés à leur dépendance, il y a violence accrue, des difficultés significatives avec les proches, il y a beaucoup de problèmes matrimoniaux, de problèmes avec les amis, des accidents variés. Écoutez, j'ai vécu toute ma vie avec les courbes de risque. Là, les courbes de risque de conduite automobile, là, quand tu atteins 150 mg par 100 ml de sang, là, la probabilité d'avoir des accidents grimpe à des niveaux inouïs. C'est vraiment le moment où la courbe grimpe. Il y a des atteintes à la santé mentale, notamment l'alcool est un dépresseur, donc les gens font de la dépression. Une des choses qu'on transmettait régulièrement à nos étudiants, c'était de dire quand un patient vous arrive avec une dépendance et qu'il a également de la dépression, vous attendez qu'il soit en rémission et là, vous verrez si oui ou non la dépression subsiste. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, cessant ou diminuant leur consommation d'alcool à des niveaux qui ne soient pas pathologiques, alors la dépression diminuait. Et il y a bien sûr cette vraie différence, cette dépendance physique qui fait que c'est physiquement extrêmement pénible quand on a une dépendance. Il y a des choses que je voudrais vous communiquer sur l'alcool qui sont importantes et qui sont spécifiques à l'alcool. L'alcool est liposoluble, hydroluble puis tératogène. Puis pourquoi c'est important de vous dire ça? C'est parce que l'alcool il est soluble dans les graisses. Et le cerveau est largement fait de graisse. Donc, ce n'est pas par accident qu'on va avoir des problèmes dans presque toutes les fonctions. Et l'alcool est tératogène, c'est-à-dire qu'il peut produire des malformations dans l'embryon. Alors, on y va doucement. Pour les gens qui sont nés ici, là,
En 1970, tu avais le bye-bye avec Olivier Guimond qui se promenait titubant devant une maison à Westmount. Ça l'a rendu célèbre partout. Pourquoi? Il imitait quelqu'un de sous. Puis pourquoi il titubait? Parce que l'alcool affecte les centres de contrôle. Et l'alcool affectant les seuils de contrôle, ça veut dire qu'on a de la misère à se tenir debout puis qu'on perd l'équilibre. Concrètement, là, en 2023, là, si vous allez demain matin dans une urgence, il y a du monde qui sont tombés dans les escaliers extérieurs de Montréal, qui ont des commotions cérébrales, qui ont des jambes cassées, qui ont toutes sortes de problèmes parce que l'alcool affecte l'équilibre. D'autre part, les alcotests sont possibles parce que l'alcool rentre dans les poumons puis on peut mesurer le taux d'alcool, ce qu'on ne peut pas faire avec le cannabis. Quand on a commencé à comprendre que le cannabis affectait effectivement la conduite automobile, là, mesurer les taux de cannabis, on a viré fou, là. Parce que là, on a développé toutes sortes de tests pour voir si le monde marchait tout droit. Puis la loi rappelle ses facultés affaiblies. Fait que tu pouvais avoir des facultés affaiblies parce que tu étais handicapé, parce que tu avais bu, parce que... Bon, c'était compliqué. C'est toujours compliqué. Mais l'alcotest, c'est extraordinaire. Tu demandes au monde de souffler dans le ballon, puis tu sais très exactement combien ils ont d'alcool dans le sang. Par ailleurs, il faut se rappeler aussi que, comme l'alcool est liposoluble, il affecte les centres de la respiration. Normalement, là, vous et moi, là, on respire 12 à 20 fois à la minute. Quand on boit beaucoup, comme à 600 mg par 100 ml de sang, là d'abord, à 300, on s'endort. On s'endort, c'est dans un party. Là, si vous pensez que vous partez votre party en pactant le monde, oui, c'est vrai, ils vont être plus excités en partant. Mais rappelez ça, ils vont dormir dans un fauteuil. Puis parce qu'à 300, ils dorment. Et si on continue de consommer, comme dans les situations de calage, tranquillement, les taux de contrôle de respiration baissent. De 12 à 20, on passe à 10, on passe à 8, on passe à 5, et les gens meurent de l'affaissement des poumons, comme c'est le cas avec un autre antidépresseur qui est les opioïdes. Donc, les décès par alcool, quand on n'a pas vomi puis que ça a bloqué la trachée artère puis qu'on dormait, c'est vraiment par mort. Ce qui fait que quand tu rentres à l'urgence puis que les gens sont dans un coma éthylique, la première affaire qu'ils font, c'est les mettre sur un respirateur artificiel parce qu'ils savent très bien que la respiration ne fonctionne pas puis il faut absolument mettre les gens sur un respirateur artificiel. Donc ça, c'est spécifique à l'alcool. Ce n'est pas le cas pour le cannabis et ce n'est pas le cas, évidemment, pour les amphétamines qui sont un stimulant du système cardiovasculaire. L'alcool et le fœtus, il faut en parler parce que liposoluble, l'alcool traverse le placenta. Ça, c'est pas trop pire. Quand maman boit, le bébé boit. Sauf que l'alcool est aussi tératogène. Fait que le classique, là, c'est que tu t'en vas dans le sud. Tu bois beaucoup, puis tu augmentes tes activités humides. Fait que là, ce que ça donne, c'est du monde qui tombe enceinte les 3 premiers mois. C'est pas le temps qu'un bébé soit exposé à beaucoup d'alcool dans les premiers mois de la grossesse, parce que c'est le moment où il y a une division cellulaire et c'est le moment où il y a le plus d'atteintes. Et effectivement, ces atteintes-là sont malheureusement irréversibles. Alors, quand maman fume, c'est pas plaisant, c'est pas bon. Les bébés ont plus à petit poids, mais 6 mois plus tard, les bébés ont rattrapé le poids, puis tu as tout oublié. On avait tous des protocoles pour les mères héroïnomanes. Les bébés naissent sous l'effet de l'héroïne. Ça prend 4-5 jours. Quand tu les touches, ils crient, son bébé, ils haïssent ça. Sauf qu'au bout de 4-5 jours, le sevrage est fait, puis les bébés sont redevenus à peu près normaux. Ils ont toujours des mères toxicomanes, c'est pas toujours facile, mais les bébés comme tels ne souffrent pas de dépendance, tandis que les atteintes des femmes qui ont bu beaucoup, et là je mesure bien mes mots, qui sont des buveuses à risque ou des buveuses dépendantes, c'est des atteintes irréversibles. Et les premières études ont vraiment révélé qu'ils ont 65 de quotient intellectuel, des fissures palpébrales
et des problèmes qui persistent. Donc, il y a les effets d'alcoolisation fœtale, puis il y a le syndrome d'alcoolisation fœtale. Alors, en ce sens-là, l'alcool, c'est pas une bonne drogue. Je ne peux pas vous dire d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en boire, mais ça veut juste dire que la modération a bien meilleur goût. Je continue. Je vais boire de l'eau. Bon, êtes-vous prêts pour les nouveaux repères? Bon, alors, ce que je vais vous parler dans les nouveaux repères qui viennent d'être sortis par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, je vais vous parler des forces de ce document, des limites du document, puis après ça, je vais vous parler des questions restées sans réponse. Voilà. Alors, c'est quoi le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances? C'est un organisme qui a été créé en 1990. Moi, j'ai été au CA là, les 11 ans, donc de 1990 à 2001. Ça a été créé par Santé Canada pour fournir un leadership national, donc canadien, pour aborder la consommation de substances au Canada. Et c'est donc largement subventionné par Santé Canada. Parlons maintenant de Santé Canada. Santé Canada, c'est un ministère du gouvernement fédéral, oui, qui doit, lui, entériner les repères qui ont été créés par le CCDUS. Alors, Santé Canada a donné 1,2 million. C'est pas beaucoup, 1,2 million. Quand on a établi les directives sur le jeu à moindre risque, on avait 2 millions. Puis le jeu, c'est jamais l'alcool. Mais Santé Canada a donné 1,2 million au CCDUS et c'est Santé Canada qui va être responsable de la dissémination. Et l'autre chose, c'est Santé Canada qui va être responsable également du transfert de connaissances, c'est-à-dire d'avoir un budget. Dans les temps anciens, c'est Éduc-Alcool qui a assuré le transfert de connaissances des normes antérieures. Et les outils qui avaient été développés par Éduc-Alcool ont été faits dans les 2 langues officielles, de telle sorte que les autres provinces canadiennes se sont prévalues des documents pour assurer le transfert de connaissances dans la population canadienne. Mais c'est aussi le ministère qui est responsable de faire les règlements sur l'étiquetage. Si vous achetez des cornflakes demain matin, là, vous savez c'est quoi une portion, vous savez combien ça contient de calories, puis vous avez en bonus toutes les sortes de vitamines que vous pouvez consommer. Et si vous êtes en Alberta, je peux juste vous dire que c'est dans les 2 langues. Fait que l'ancienne sous-ministre de la Santé s'est battue beaucoup parce que personne ne voulait que ça soit dans les 2 langues, mais c'est un règlement de Santé Canada qui fait que oui, où que vous alliez au Canada, c'est dans les 2 langues officielles. Il n'en tiendrait qu'à Santé Canada de faire un règlement pour que quand on est au supermarché et qu'on voit une bouteille de 476 millilitres de bière qui titre 6,8 % d'alcool, moi, je suis incapable de savoir c'est combien qu'il y a de consommation standard là-dedans. Ce que je sais, c'est que dans des récipients en aluminium, une fois que c'est ouvert, je peux pas beaucoup les serrer, mais j'en ai aucune idée. Une consommation standard au Canada a été établie à partir des vieilles bouteilles de bière qui contenaient 12 onces, on est dans le modèle impérial, et qui titraient toutes 4,5 %. Ça, c'est 13 grammes d'alcool. C'est une consommation standard d'alcool au Canada. En France et en Europe, la quantité, c'est 10 grammes parce qu'ils essaient de respecter le système métrique. Donc, on a des différences. Ça peut compliquer notre vie quand on fait des enquêtes épidémiologiques, mais on est habitué à ça. Et l'autre chose, c'est qu'avec les réchauffements climatiques, de trouver du vin à 12 % qui contient 6 consommations, il n'y en a plus. Bien, on peut toujours en trouver, là, mais quand on va acheter des vins un peu intéressants, ils titrent 13,5. Puis ça n'ira pas en baissant. Alors, c'est compliqué. Donc, ça serait important que
qu'il y ait un étiquetage sur les boissons alcooliques. Est-ce qu'il va en avoir? On verra comment l'industrie de l'alcool exerce des pressions sur Santé Canada, parce que pour le moment, ça ne se fait pas. Les forces de ces repères-là. Une des choses importantes, là, puis j'espère que vous l'avez compris, c'est que l'alcool, c'est de beaucoup la drogue la plus populaire et celle qui nous coûte le plus cher. Et ce produit qui a quand même des propriétés extrêmement inquiétantes. Donc, on a fait une publicité absolument extraordinaire au cannabis quand on a légalisé le cannabis. On est très, très inquiet, puis on a bien raison, des overdoses liées aux opioïdes. Mais je vous rappellerai que la drogue qui coûte le plus cher, qui cause le plus de dommages, qui a le plus de problèmes dans la population du Canada, du Québec et de cette ville, ça reste l'alcool. Donc, ça, c'est une force du document qui nous rappelle que l'alcool est la drogue numéro 1 au Canada. Quand on lit le texte, presque à toutes les pages, on nous rappelle que sans étiquetage, on n'avance pas. Quand j'achète une bouteille de vin de 13,5, j'ai aucune idée de la quantité de consommation standard. Et là, je vous épargne sur les nouvelles bouteilles de bière qui sont plus grosses et dont les taux d'alcool varient d'une bouteille à l'autre. Alors, c'est vraiment difficile. Et de la même manière, combien on boit quand on boit des spiritueux, on ne le sait pas. Et probablement que quand les gens connaissent bien la Charte des droits et libertés, on peut penser que c'est un droit des Canadiens de savoir combien ils consomment. Ce n'est pas par accident que tous les aliments qui rentrent dans ce pays doivent obligatoirement avoir un étiquetage. Et bien sûr, l'industrie va rappeler que ça veut dire tout refaire les étiquettes, que c'est donc pas drôle, que l'industrie fait pitié. Aucun commentaire. Puis évidemment, ce document-là rappelle qu'on a besoin d'une culture de la modération. Et ça, c'est intéressant, parce que ça a été une des premières choses qu'on a mises de l'avant. C'est probablement un problème que sur le web, il n'y a pas de contrôle du conseil, là j'oublie toujours le nom, là, du conseil qui régit la publicité. Ce conseil-là fonctionne pour la télévision, mais on écoute de moins en moins la télévision, du moins pas les jeunes, et de plus en plus sur le web. Et sur le web, on n'a pas beaucoup de contrôle sur la publicité. Et il faut se rappeler que dans les régions viticoles, et la France a eu le génie de faire des statistiques qui différenciaient les régions. Donc, dans le Bordelais, la Bourgogne, le sud de la France, où il y a du vin depuis très, très, très longtemps, c'est absolument stupéfiant de voir qu'ils consomment modérément en comparaison de la Bretagne ou de la Normandie. Donc, c'est des pays qui ont compris que l'alcool n'est pas, pour traduire de l'anglais, une commodité ordinaire. Ça réjouit le cœur de l'homme, c'est une très bonne idée d'en consommer, mais modérément. Et donc, de la même manière, j'ai souvent parlé de la Bible qui rappelle que l'alcool réjouit le cœur de l'homme, mais en même temps rappelle l'indignité de Noé. C'est toute la difficulté avec l'alcool, évidemment, c'est la raison pour laquelle ça m'intéresse, cette dualité constante, que c'est un produit qui nous cause énormément de problèmes, que ce soit la violence, que ce soit les accidents d'automobile, que ce soit les coûts de santé, et qu'en même temps, c'est un produit qui est là à la messe, qui est là le vendredi soir dans la communauté juive et qui a été omniprésent dans les situations de réjouissance, et y compris pour ceux qui étaient en couple à la Saint-Valentin. Les limites de ces repères-là. Je ne sais pas, ce que disent les repères, c'est qu'il n'y a aucune consommation d'alcool qui est sécuritaire. C'est comme ça que c'est défini. Alors,
Quand j'ai regardé pour me préparer pour cette rencontre, ce qui était plus, je l'avais fait avant de toute manière, qu'on regarde en France, qu'on regarde en Australie, qu'on regarde en Angleterre, il n'y a aucun pays occidental, et j'inclus l'Australie et la Nouvelle-Zélande là-dedans, qui recommande l'abstinence. Il n'y en a aucun. Il y a juste le Canada. Évidemment, les États-Unis sont très, très, très clairs là-dessus. Le NIAAA, la Mayo Clinic, les normes publiées par le gouvernement rappellent toutes que la consommation qui est suggérée, c'est une consommation pour les femmes, 2 pour les hommes. La prohibition aux États-Unis a existé de 1919 à 1933. Il y a eu des essais prohibitionnistes au Canada, c'est-à-dire qu'il y a eu des villes, comme la ville de Bathurst, qui a été prohibitionniste. Il y a eu certains comtés en 1864, 1874, là, je vais arrêter avec mes chiffres, là, où il y a eu des comtés qui ont été abstinents. Et dans le fond, on n'a jamais réussi. Puis on a juste à voir, quand on a prohibé et qu'on prohibe encore la cocaïne et les opioïdes, on n'est pas très bon dans la prohibition. Alors, ça ne marche pas. Je pense qu'on aurait vraiment besoin de savoir très exactement, comme consommateur, si on prend une consommation, quelles sont les années perdues, les jours perdus sur 1000 années, qu'on aurait besoin de données quantitatives et non pas de données qualitatives, de dire toute consommation d'alcool est un risque. Alors, d'où le titre de cette conférence, faut-il arrêter de boire ou faut-il ne pas arrêter de boire? Mais il faut se poser la question si dans un pays comme le Canada et dans une province comme celle de Québec et dans une ville comme celle de Montréal, avec une politique d'abstinence, si on peut réussir à la mettre en place. L'autre chose auquel j'ai fait référence, c'est le fait que les nouvelles normes, c'est-à-dire les repères, donnent peu de données quantitatives. Or, pour être capable de prendre une décision dite éclairée, on a besoin de savoir combien on perd de temps en jours et en années. Et ça, ce n'est pas fourni. Fort heureusement, dans 5 minutes, je vais vous les présenter. Et non, il arrive tout de suite, quelle merveille. Les jours perdus. Alors, on va regarder ça ensemble. Le bleu, c'est pour le cancer. C'est sûr que plus tu bois, plus ton risque de cancer augmente. Voyez-vous le bleu là, qui augmente doucement. C'est pas fin. Mais sauf que quand on travaille dans l'alcool, comme moi, depuis 40 ans, la première affaire qu'on apprend, c'est ce qui s'appelle la courbe dose-réponse. Plus tu consommes, plus c'est problématique. Alors, ça s'appelle dans le jargon la courbe dose-réponse, puis on la voit très, très, très bien. À 35 consommations, là, j'en donne pas cher pour les problèmes. Les maladies cardiovasculaires, qui est en rouge, comme par hasard, il diminue un petit peu. Si ce n'était pas moi, mais Martin Junot qui faisait la présentation, Martin Junot vous dirait, à l'Institut de cardiologie, on recommande encore à nos patients de consommer 1 verre d'alcool par jour parce que pour certaines maladies, l'alcool continue d'être protecteur. Alors ça, c'est écrit dans le rapport, mais à la fin, dans les 16 études utilisées sur les 5917 qui ont examiné, c'est complètement enlevé, ce qui est vraiment un problème. Après ça, tu as les blessures qui sont en couleur, à nouveau. Puis ça, c'est embêtant. Quand on pose la question à Serge Brochu, Serge, lui, c'est un gars qui a passé toute sa vie, c'est un psychologue, mais il était au département de criminologie, à regarder si oui ou non l'alcool était... parce qu'il y a 88 des personnes, des 15 000 personnes qui sont sous la surveillance du Service correctionnel du Canada, donc les gens qui ont plus que 2 ans de sentence, on constatait que plusieurs avaient commis des délits. Et Serge de me dire en autant de mots, mais Louise, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui consomment de l'alcool pour être violents. Moi, de mon côté, j'ai travaillé au service correctionnel pendant 7 ans avec des individus,
qui avaient des longues sentences, dont la plupart avaient commis des délits où il y avait eu mort d'homme. Donc, des délits très, très, très graves. Et ce qui, moi, me frappait, c'était que la consommation d'alcool arrivait après négligence et abus dans l'enfance, après un faible quotient intellectuel. Et c'est vraiment dans ce monde-là que j'ai été capable de comprendre combien les problèmes d'alcool sont vraiment multicausaux et que de penser seulement à la consommation d'alcool, c'est vraiment passer à côté du bateau. Et j'en étais venue, après mes 7 ans de travail au service correctionnel, de dire probablement que la pauvreté est le principal facteur qui amène une incarcération au Canada. Et on a donc un petit peu ces données-là ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que, oui, les cancers augmentent, le risque de cancer augmente. Et quand on pose la question aux oncologues, ils vont répondre oui. Le principal facteur de risque pour le cancer du sein chez les femmes, c'est la consommation d'alcool. Et oui, il y a un facteur dose-réponse qu'on voit très, très, très bien dans le bleu, là. Mais reste que ça reste un cancer parmi plusieurs. Et pour peu que les gens fument, ça augmente ton risque, ça le multiplie. Et évidemment, on hésite beaucoup à rentrer les problèmes d'obésité dans les facteurs de risque, mais ils sont là, omniprésents. Mais on ne veut pas se faire accuser de grossophobie avec la culture woke, fait qu'on n'en parle pas trop. Mais quand on lit les articles, c'est évident que d'être un peu trop dodu, c'est-à-dire un indice de masse corporelle de plus que 35, ajouté à une consommation d'alcool élevée, ajouté à fumer, c'est vraiment pas un cocktail souhaitable. Et les années perdues, fait que là, on est toujours dans le même tableau, mais là, c'est minuscule, minuscule, minuscule. Alors, à nouveau, pour les maladies cardiovasculaires, on a une toute petite courbe en J, donc les éléments rouges rapetissent un petit peu à cette consommation pour aller en augmentant à 14, à 21, puis à 35. Et pour les cancers, effectivement, ça augmente. Mais on n'est pas dans beaucoup d'années perdues, là. Tu sais, là, on est dans un petit peu, à une consommation, on n'est pas beaucoup, beaucoup. Alors, ça va poser un ensemble de questions. Alors, c'est pour rien que j'ai préparé des questions sans réponse dans les repères. Écoutez, j'en ai pour encore 10 minutes, puis après ça, je vous cède la parole. D'abord, normalement, quand on rédige des directives à moindre risque, on ne rappelle pas les coûts socio-économiques liés à un produit. Parce que les coûts socio-économiques liés à un produit sont souvent causés par les grands consommateurs. Concrètement, les coûts socio-économiques liés à l'alcool sont beaucoup, beaucoup liés aux gens qui s'intoxiquent. Donc, 4 plus pour les femmes, 5 plus pour les hommes dans une même occasion. Et on commence l'article en rappelant les coûts socio-économiques sans jamais préciser que ce sont les grands buveurs qui sont la cause de ces coûts-là, que ce soit conduite avec facultés affaiblies qui commandent des frais en justice, que ce soit les frais médicaux, que ce soit le traitement. Alors, évidemment, les problèmes de famille assez nombreux. Donc, on peut parler des coûts socio-économiques, mais c'est une limite importante de ne pas rappeler que les coûts socio-économiques sont liés aux grands buveurs. Ce qui fait que quand on a construit les directives à faible risque pour le jeu, on n'a jamais parlé des coûts. On a essayé de démontrer à quel moment il y a des problèmes qui apparaissent à partir de courbes de risque. Il y a le dilemme des choix. Là, tout le monde qui sont venus ici là, ce soir, là, je vous rappellerai que vous êtes sortis de chez vous. Là, vous avez pris votre auto ou vous avez pris le transport en commun. Vous avez risqué votre vie. Parce que là, vous avez traversé les rues
Il y a des autos qui pouvaient vous frapper. Il y a de plus en plus de piétons qui sont frappés par les VUS. Et là, c'est ça. Vous auriez pu rester couché. Mais là, si vous restez couché puis vous n'utilisez pas vos muscles puis vous ne bougez pas, vous êtes à risque aussi. Puis là, je ne sais pas, là, il est 6 heures, là, vous n'avez pas soupé. Là, je ne sais pas si vous allez manger tous vos fruits puis vos légumes comme il faut, là, mais je ne sais pas. Alors, j'aimerais juste ici vous rappeler que se réveiller puis sortir du lit, c'est un risque, puis rester dans le lit, c'est un risque aussi. Fait qu'on est pogné avec des choix. Et puis, fait que c'est pas pour rien que je vous ai présenté les tableaux ici, là, pour que vous puissiez faire des choix éclairés. Il y a des gens qui viennent d'une dynastie de personnes qui ont le cancer. Je ne peux que vous recommander de ne pas consommer de l'alcool. Par contre, si vous venez d'une famille avec des maladies cardiovasculaires, ce que vous dirait Martin Junot, c'est de continuer de boire un petit peu d'alcool puis de bouger. Ils n'ont pas créé le centre épique par accident, ce monde-là, parce qu'ils avaient compris que de bouger quand on veut rester en santé et réduire ses risques de maladies cardiovasculaires, c'est la chose à faire. Donc, c'est un petit peu tout ça. Les données sur les inégalités sociales. Êtes-vous prêts? Ça, c'est pas fin. Là, ce n'était pas la job d'un travail sur des repères sur la consommation d'alcool. Mais moi, ma responsabilité, c'est de vous en parler. Croyez-le ou pas, il y a 4 ans de différence entre les 20 % de Canadiens qui ont le plus de revenus et les 20 % de Canadiens qui en ont le moins. C'est un homme qui s'appelle Robert Evans qui, le premier, a sorti ces données-là. Ça a été repris par Sir Michael Marmot en Angleterre, qui a regardé tout le bassin des fonctionnaires anglais pour constater la même chose. Et Richard Lessard a fait exactement la même chose à Montréal dans un rapport absolument remarquable. Et comme je commençais toujours mon cours en personnalité, c'est 8 ans de différence entre les quartiers les plus pauvres de Montréal et le West Island. On n'est pas en Afrique. Donc, oui, les conditions environnementales favorisent la santé. Pour me préparer pour cette conférence, j'ai regardé la longévité dans les différents pays, y compris les pays où on ne boit pas d'alcool. J'ai regardé donc en Afrique du Nord, où on ne boit pas. Ils vivent 10 ans de moins qu'au Canada. Et au Canada, on vivrait plus longtemps s'il n'y avait pas le 6 ans d'écart entre les Canadiens des Premières Nations et les autres Canadiens. Alors, on est dans une situation où le fait d'être privilégié est un énorme protecteur. Alors, malheureusement, ces données-là ne pouvaient pas être intégrées dans les repères, mais elles sont là constamment et nous rappellent que si, comme Canadiens ou Québécois, on vit longtemps, c'est parce que, et qu'on est privilégié, c'est essentiellement parce que il y a ces données longitudinales qui augmentent la survie ou pas. Et l'autre chose que je voudrais vous rappeler, c'est les interactions avec les facteurs de risque. Une des choses que Dr Junot, qui est cardiologue, rappelait, c'est que quand on a regardé pourquoi certains sous-groupes de la population, dont certains Japonais, et quand l'étude d'Harvard a été faite sur la longévité, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que le monde vivait longtemps. Et puis là, bien, les gens qui vivent longtemps, c'est une interaction de facteurs. C'est comment tu manges, les fruits, puis les légumes, puis tout ça. Puis Michel Craplet, qui est psychiatre en France, rappelait que les raisons pour lesquelles les Français vivent plus longtemps en consommant de l'alcool que les Anglais, c'est pas juste l'alcool, c'est parce qu'ils mangent mieux que les Anglais. Les gens qui ont vécu en Angleterre savent ça, y compris moi. Ensuite, ils bougent. Ensuite, ils ont un réseau d'amis. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont à part ça? Ils mangent mieux. Ils consomment des fruits et des légumes, ils bougent, ils ont un réseau, puis ils boivent l'alcool modérément. Alors, c'était pas facile à évaluer cette interaction de facteurs, mais
quand on lit les sites sur le cancer, rapidement, on se rend compte que le cancer ou les maladies cardiovasculaires, c'est une interaction de ces facteurs-là qui sont protecteurs ou qui, au contraire, mettent les gens à risque. Et j'ai l'immense privilège d'être dans l'Académie canadienne des sciences de la santé. Et l'an dernier, on a eu des conférences uniquement sur la génétique. Et là, la génétique, c'est quelque chose qui, depuis les 20 dernières années, a avancé à une vitesse grand V parce qu'on est capable d'aller mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau, puis parce qu'on est mieux capable de comprendre l'ADN. Et là, on commence à comprendre l'importance de la génétique. Par exemple, un des éléments du rapport des repères nous rappelle que l'OMS dit en gros, et c'est la preuve que, selon le rapport, qu'effectivement, une faible consommation d'alcool protège pour le cancer. Donc, on raconte que même des femmes avec une faible consommation d'alcool qui développent un cancer du sein. Pensez-vous qu'Angelina Jolie s'est fait faire une ablation des seins parce qu'elle n'était pas capable de contrôler sa consommation d'alcool? Non. Elle s'est fait faire une ablation des seins parce qu'elle avait le BRCA1, qui est ce gène qui a été découvert par une équipe de chercheurs, dont Jacques Simard, qui est à l'Université Laval. Et donc, on commence à comprendre l'importance de la génétique. On la comprend dans le cancer. Et on a besoin, et la façon dont on le dit de manière comestible, on l'a fait pour les niveaux de jeu, c'est de dire, si vous avez dans votre famille des joueurs, alors on vous recommande de ne pas jouer. Si vous venez d'une dynastie de personnes qui ont des problèmes d'alcool, je vous recommande de faire attention. Et combien de personnes que j'ai rencontrées qui ne buvaient pas parce qu'ils venaient d'une dynastie de buveurs, puis avaient décidé, moi, je ne bois pas. Ce qui m'amène à faire ce schéma dans lequel on a des facteurs génétiques dont on commence à comprendre l'importance, autrement que par des statistiques, qui donnent à la fois le cancer, des troubles cardiovasculaires et un ensemble d'autres troubles ou maladies. On a également la vie sédentaire qui n'aide pas, alors qu'on sait que de bouger est vraiment un grand facteur de protection. Une alimentation riche en gras et très transformée est également un grand facteur de risque. L'obésité, évidemment, on n'a pas le droit de le dire parce qu'on va passer pour grossophobe, mais ce n'est pas une bonne idée d'être trop dodu. Et finalement, la consommation d'alcool. On est vraiment dans une situation où c'est une interaction de facteurs qui provoque des problèmes de santé. Et je ne peux ici que vous recommander d'essayer de vous ajuster à cette réalité. Alors, ma conclusion. La première conclusion, c'est qu'il faut faire le bilan de ces vulnérabilités et je pense que tout Québécois, à l'heure actuelle, devrait être capable de dire qu'est-ce qui, dans ma famille, semble être une vulnérabilité et qu'est-ce qui, dans ma vie, semble être une vulnérabilité. On est dans une culture où il faut effectivement boire moins. Les anciennes normes qui disaient 2 par jour sont rendues 1 par jour pour les femmes. Les Américains disent plutôt que 3 consommations par jour pour les hommes, 2. D'autres pays disent 1 consommation. Mais en gros, on parle de 7 consommations par semaine. Il faut que je réponde à la question, est-ce qu'arrêter un mois aide? La réponse, c'est non. Je ne devrais pas dire ça, là, parce que je sens que le Centre Jean Lapointe va m'assassiner. C'est très, très, très utile pour comprendre la fonction de l'alcool dans sa vie d'arrêter de boire. Mais est-ce qu'en termes de santé, quand on ne boit pas beaucoup, c'est utile d'arrêter? La réponse, c'est non. Mais pour ça, il faut être vraiment un faible consommateur d'alcool. L'autre chose assez importante, c'est qu'on aimerait une société dans laquelle on peut ne pas boire d'alcool
et qu'on n'ait pas à subir un interrogatoire qui relève de l'Inquisition parce qu'on décide qu'on ne veut pas boire. Si on est l'hôte d'une réunion sociale, il faut s'assurer d'avoir des options non alcooliques à n'importe quel moment donné, dans une population donnée. Tu as 20 à un tiers, à 33% de la population qui ne consomme pas d'alcool. Puis il y a toutes sortes de raisons pour ça. Il y a du monde qui n'aime pas ça. Il y a du monde qui génétiquement ne supporte pas l'alcool. Il y a du monde qui prend de la médication puis que c'est une bonne idée qu'ils n'en prennent pas. Et il y a des gens qui vont dire, comme un de nos amis, il a bu tout l'alcool qu'il avait besoin de boire dans sa vie, maintenant il ne boit plus. Entendre, il a bu beaucoup puis il ne boit plus. Puis il y a des gens qui sont en réadaptation et qui ont choisi l'abstinence, notamment les membres alcooliques anonymes. Et c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, on n'a pas à stigmatiser. Il faut être dans une société où on peut ne pas boire sans être stigmatisé. Il faut choisir ses risques. Et ça reste, c'est ça la décision des adultes responsables. Si on consomme plus d'alcool, bien sûr, on augmente ses risques. Mais c'est vrai aussi quand on fait du ski. On vient de voir qu'il y a 2 personnes qui sont décédées en faisant du ski. On risque d'avoir des fractures assez significatives quand on fait du ski. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui adore le ski pareil. Donc, il faut choisir ses risques, y compris quand on consomme de la nourriture et y compris quand on consomme de l'alcool. Et avoir en mémoire qu'il y a une interaction de facteurs qui jouent pour l'ensemble des troubles, que ce soit des troubles physiques ou des troubles mentaux. Et ces troubles-là, c'est l'obésité, comment on mange, le réseau d'amis et une faible consommation d'alcool. Je peux juste rappeler l'importance de ne pas stigmatiser les gens qui ne boivent pas. Et en conclusion, vous parlez à quelqu'un qui pense que j'aimerais ça savoir, quand j'achète une canette de bière, combien j'ai de consommation standard. À l'heure actuelle, là, avec les changements qui se font dans l'embouteillage de la bière, les volumes augmentent. C'est des canettes de 450 à 1 litre. Les taux d'alcool varient. Avec les changements climatiques, les vins vont de 13,5 à 15 %. J'ai aucune idée de combien je bois de consommation standard. Puis là, je parle pour moi. Fait que je prends pour acquis que je ne suis pas la seule là-dedans. Et que c'est un droit d'une personne qui vit dans ce pays de savoir combien il y a de calories quand on consomme une consommation et combien il y a de consommation standard dans une boisson alcoolique. Et sur ce, je vais répondre à vos questions.